Alors, ce que je vous propose, c'est de démarrer par une première facette de ce sujet vaste qui est la donnée de formation et comment l'utiliser, et notamment parler de finalement comment est-ce qu'on peut changer de prisme. Je l'ai dit tout à l'heure, on a accès à énormément de données qui sont principalement des données de suivi. Et finalement, Pierre, comment est-ce qu'on peut passer de ces données de suivi à des données qui nous permettent de prendre des décisions, si je puis dire? Alors déjà pour resituer où on en est, on a une problématique, aujourd'hui qui est pas totalement nouvelle, mais que je trouve s'amplifie dans les organisations. C'est qu'on a une bonne partie de la formation qui est devenue informelle. Ce qui est bien, il faut pas attendre que la formation vienne d'une décision, d'un plan de formation, en tout cas pas systématiquement, pour que les personnes puissent se former à leur initiative et pas dans le cadre d'un parcours très très normé. C'est aussi et parfois surtout comme ça qu'on apprend. Le problème de la formation informelle, c'est qu'elle est beaucoup plus difficile à mesurer. Or, l'enjeu des équipes formation, c'est de savoir qui a tel savoir, savoir-faire et savoir-être pour savoir ensuite quelles sont les formations qu'il va falloir proposer pour compléter les compétences. Donc ça pose une première difficulté. Et la deuxième, on l'a abordée à la fin de la session précédente, c'est de se dire comment on fait pour dépasser les indicateurs très traditionnels, mais qui ne sont que des indices. Ce sont pas moi j'appelle ça des indices plutôt que des indicateurs de suivi de la formation, à savoir la satisfaction et le temps passé. Le fait d'adresser cette question, ça permet pour moi d'atteindre la finalité du métier de responsable formation, à savoir de quelles compétences on a besoin pour que les personnes fassent bien leur travail pour atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise. Essentiellement dans les organisations à but lucratif, mais même dans les organisations à but non lucratif, il faut arriver à faire ce lien-là. Or aujourd'hui, avec on va dire notamment la digitalisation des outils, on a plein d'outils qui recueillent plein d'indices de ce chemin-là, mais par défaut, c'est siloté. Or, on aurait vraiment, si on devait faire le chemin, besoin d'avoir une chaîne où on peut suivre ce qui se passe de la formation à l'acquisition des compétences, à leur transfert en situation de travail et à leur impact opérationnel pour qu'on puisse se dire bon, là, on forme les équipes dans la bonne direction parce que ça va servir un des objectifs qu'on s'est fixés, ou non, et dans ce cas-là, il faut rectifier. Alors pour faire ça, moi je trouve qu'il n'y a pas de recette magique, parce que si on essaye de trop mesurer, c'est trop chronophage, trop complexe, et ça a l'effet paradoxal que les personnes ne vont pas aller remplir les questionnaires de satisfaction ou de mesure, parce qu'elles ont déjà passé beaucoup de temps dans la formation. Donc si on veut trop mesurer, on a moins de chances d'obtenir des résultats. Et donc pour adresser ce paradoxe, pour moi aujourd'hui, il y a plein de pistes, mais il y en a deux que je trouve les plus pertinentes dans les organisations. La première, c'est la piste qui considère à mesurer des évolutions de comportement ou de perception de comportement avant le démarrage d'une formation et environ un mois après la formation. Chez YouNow, quand on fait la formation distancielle, c'est ce parti pris qu'on a opté. Au début, on a été beaucoup plus perfectionniste. En fait, on a vu que les gens répondaient pas au questionnaire, que c'était trop compliqué, ça prenait du temps et de l'argent, et la formation est hélas pas assez prioritaire dans les entreprises pour qu'on puisse se permettre ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on a, après avoir testé du plus simple au plus compliqué, qu'est-ce qui marche? Là, ça doit faire 5 ou 6 ans qu'on n'a plus changé la recette, parce qu'elle nous semble bien marcher par rapport à l'enjeu. C'est qu'avant de démarrer une formation, que ce soit sur un métier ou sur des soft skills, on va poser quelques questions très simples sur des comportements qui sont liés à l'objectif de la formation. Si c'est parler en public, c'est est-ce que je me sens à l'aise avant de prendre la parole en public sur une échelle de 1 à 5. Si c'est pour faire des feedbacks, est-ce que je fais plus de feedback positif que de feedback constructif. Bref, des choses toutes simples où très facile de répondre et ça prend pas beaucoup de temps. Selon les formations, il y a entre 15 et 25 questions, mais ça prend quelques minutes. Et après, on vient reposer ces questions, pas juste à la fin de la formation, même si nos formations sont déjà étalées sur plusieurs semaines, mais un mois après la fin de la formation. Quand on le faisait 3 mois, parce qu'on voulait qu'il y ait beaucoup d'expérience en situation de travail, c'était trop loin de la formation, donc les personnes ne répondaient pas. Et quand on le faisait plus tôt, on avait trop de retours sur « mais là, les personnes, elles n'ont pas nécessairement eu le temps de mettre en pratique ce qu'elles ont acquis ». Donc de mesurer l'évolution, on avait les échelles étaient trop proches. Un mois, ça nous paraît une bonne moyenne, mais évidemment, selon les formations, il ne faudra pas, ce un mois, nous, c'est une moyenne. Et donc, quand on repose exactement ces mêmes questions, ça permet non seulement à l'apprenant de réaliser qu'il a progressé, tiens, je me sens beaucoup plus à l'aise avant de prendre la parole en public, ou maintenant je révise systématiquement certains points clés avant un rendez-vous commercial, et en plus, c'est de la donnée qu'on peut très facilement remonter au responsable formation pour qu'il puisse dire voilà l'évolution concrète que ça a eu sur des comportements. Alors, est-ce que ça traduit de nouvelles compétences? Ça, parfois, c'est un peu plus compliqué, mais c'est la manière la plus simple d'avoir de l'impact direct sur cette mesure. Et il y a une deuxième piste, là un petit peu plus récente,
C'est Philippe Lacroix du cabinet Ildi qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Il me dit, c'est pas mal parce que depuis que l'intelligence artificielle est arrivée, dans certains LMS, donc les plateformes de formation, on a des acteurs qui disent bah, nous, on va aller mesurer l'effort de formation. Parce que jusqu'à présent, quand on est dans la formation distancielle, on a mesuré le temps passé et on pouvait faire plein de choses. Le taux de clic, le temps où tel onglet est ouvert, etc. Mais ça, à nouveau, ce sont des indices. C'est pas ça qui fait que la personne, elle va vraiment se former et développer des compétences. L'effort de formation, c'est quelque chose d'un peu plus poussé, où on va aller regarder le comportement d'une personne dès lors qu'elle est dans une formation à distance, pour voir si, tiens, bah, elle a suivi rapidement telle ressource, elle a fait l'activité, elle n'a pas eu le bon résultat, est-ce qu'elle est revenue consulter la ressource? Si elle a refait l'activité, est-ce qu'elle a un meilleur résultat? Et donc, on n'est plus juste dans le temps passé et dans le taux de clic, on est dans le comportement en formation. Et ça, je trouve ça assez vertueux parce que quand on est responsable formation, si on voit qu'il y a eu un effort dans la formation, ça veut dire que la personne, elle se l'est appropriée. Donc là, on peut beaucoup plus supposer qu'elle va développer des compétences. À l'opposé des formations réglementaires, où le but de beaucoup de personnes, on le sait, c'est de passer très rapidement et d'avoir au moins 7 sur 10 au quiz, parce que la réglementation impose d'avoir un taux de certification sur les évolutions réglementaires de tel secteur. Donc ça, c'est une nouvelle piste qui va pas, elle sera complexe, donc il ne faut pas la mettre sur tous les projets de formation, mais pour des formations stratégiques, moi, si je redeviens DRH demain, je pense que c'est aussi cette piste-là que j'irai creuser. Toi, Marie-Claude, toi, tu es DRH en poste, hein, moi, je le suis plus. C'est quoi ta vision sur ces sujets et comment vous faites, vous, pour mesurer l'impact de vos formations avec des indicateurs qui ne sont pas juste des indices? Alors, aujourd'hui, c'est notre quotidien en fait. On a, comme tu le disais tout à l'heure, énormément d'outils à disposition. Le SIRH que nous commercialisons et donc que nous essayons d'utiliser le plus possible. Et nous sortons beaucoup de data. On a le LMS, on utilise Adflex. On a le CRM, voilà, pléthore d'outils. Ces outils, bien sûr, sont très utiles et les datas qu'on en sort sont utiles. Combien de femmes sont formées, combien d'hommes sont formés, voilà, sur quel type de formation, ça reste utile. Mais effectivement, pour prendre des décisions impactantes et exigeantes ou stratégiques, on a besoin d'aller un peu plus loin. Si je reprends la chaîne de valeur dont tu parlais tout à l'heure, donc formation, compétences, comportement, impact, il n'y a rien pour mesurer que la chaîne de bout en bout, on peut la mesurer. Ça n'existe pas. En revanche, effectivement, l'approche dont tu parles, qui consiste à observer un changement de comportement, c'est le parti que nous avons pris. Par exemple, sur de la formation managériale, ce qu'on fait avec les managers, c'est qu'on se met d'accord en amont sur les comportements sur lesquels on veut travailler et qu'est-ce qui ferait qu'à la fin de la formation, on se dirait « on a touché l'objectif ». Donc, une fois qu'on a défini ces objectifs, lorsque le collaborateur revient de formation, on se donne un peu de temps, en général une moyenne autour de 6 semaines, et on approche le manager pour lui demander s'il a constaté des changements. Est-ce que ce qu'on avait prévu de mesurer, il l'a bien constaté? Donc, c'est pas parfait, hein, ça marche pas à tous les coups, mais pour moi, ça a 3 vertus. La première, c'est que ça force le manager à se poser les bonnes questions en amont, à les vérifier a posteriori. Ça force le collaborateur à mettre en pratique. Et puis, troisièmement, ça crée un dialogue entre les trois. Et c'est un moyen, en fait, d'aller mesurer un ROI, surtout dans les structures où les budgets de formation sont contraints. On est dans un projet de transformation chez Talentia, donc on a besoin d'avoir un retour sur investissement, ou en tout cas aller mesurer que ce qu'on a voulu modifier, c'est révélé vrai. Donc voilà, la pratique qui est développée chez Uno, c'est aussi quelque chose que nous utilisons, observer les comportements d'après des critères prédéfinis. Sur ce qui est de l'IA, nous, on est encore loin. On n'a pas, on va déployer une approche IA dans la structure Talentia. Pour l'instant, c'est des approches très individuelles. Donc, on est en train de développer cette démarche. Donc, pour l'instant, moi, je suis pas du tout à l'aise pour aller mesurer l'impact des formations avec un IA parce que c'est encore une démarche très personnel des collaborateurs et ça passerait comme quelque chose de très contrôlant là où en fait nous on leur a pas donné les moyens d'aller voilà. Donc je suis curieuse de voir en fait ce que ça va donner ultérieurement, mais pour l'instant nous on n'est pas du tout armés pour ça. Je pense pas que ce soit de toute manière par là qu'il faille commencer à intégrer Ouais. l'IA dans la formation, parce que dans l'évaluation, on le voit déjà dans le recrutement, l'IA manque encore de fiabilité pour qu'on puisse se reposer là-dessus. Alors si en plus déjà que dans la formation, souvent l'évaluation c'est la dernière roue du carrosse, on vient amener de la complexité sur quelque chose
même si c'est fiable, qui paraît pas assez fiable, Non, je c'est sûr. commencerai pas par Ouais, là. c'est sûr. Bon, ça me rassure, ça veut dire que les autres entreprises sont comme moi, tout va bien. Tout en évitant un écueil dont tu parlais tout à l'heure, qui était dans la session précédente, qui était le shadow IA, je crois que tu as appelé ça. Oui. À savoir des personnes qui, justement, de façon un petit peu plus personnelle, vont faire des tests sur l'IA en manquant peut-être un petit peu de contrôle ou de formation sur l'utilisation de l'IA. Bon, on travaille ensemble, donc normalement, on a du contenu sur l'IA pour tes collaborateurs. Je vais me permettre de rebondir sur quelques parties, mais notamment une partie dont tu avais parlé dans notre préparation, mais que tu n'as pas forcément cité aujourd'hui, à savoir le fait que eh bien, les données ne servent pas seulement à valider les choix, mais elles servent plutôt à les améliorer. Et ça, je pense que c'est un point effectivement important. Vous parliez de l'évolution des comportements des collaborateurs. C'est bien d'avoir cette évolution, mais maintenant, il faut aussi utiliser cette évolution pour continuer à soit valider, soit améliorer les choix. Nous, ça fait partie d'ailleurs de ce que l'on fait aussi côté Headflex. Quand on accompagne nos clients dans le choix des contenus, on utilise toute cette donnée de formation pour sélectionner les meilleurs contenus, adapter la réponse que l'on va faire à chacun de nos clients.